Moi, cette scène, elle m'a marquée. Elsa, la Reine des Neiges, perd toute cohérence, rongée par ses contradictions, et à vouloir tout contrôler, elle finit par transformer tout ce qui l'entoure en glace, son royaume, sa famille, même sa propre sœur. Ce qui est paradoxal, c'est que dans ce chaos, elle kiffe. Elle y trouve une forme de jouissance parce qu'elle est là où elle a toujours voulu être. La reine des glaces allemandes, Alice Weidel, est paradoxalement elle aussi là où elle a toujours voulu être, au sommet de son royaume politique, l'AfD, en tant que coprésidente du parti et parlementaire. Pourtant, elle représente tout ce que son parti déteste. Elle est ouvertement homosexuelle, en couple même avec une femme d'origine sri-lankaise. Elles sont toutes les deux mamans de 2 enfants adoptifs qu'elles élèvent ensemble en Suisse. Mais comment une femme dont la vie personnelle semble si éloignée du discours de l'AfD peut-elle être la reine d'une ultra-droite allemande, raciste, anti-immigration, islamophobe, homophobe? Bref, justement, on va briser la glace de la communication politique autour d'Alice Weidel, du petit détail de style au discours provocateur qui révèle une double dynamique, normaliser l'image du parti tout en accompagnant la radicalisation du discours. Je sais pas comment dire bonjour, mais moi, c'est Melka, je suis étudiante en sciences politiques et aujourd'hui on va faire un petit peu de communication politique. Voilà. Alice Weidel est souvent présentée comme un personnage atypique, voire contradictoire, et d'ailleurs sa vie privée, elle occupe une énorme place dans la manière dont on la perçoit publiquement, et en communication politique, on appelle ça l'intimisation ou l'intimisation du politique. C'est-à-dire que la vie personnelle devient un élément du récit politique. Et ici, l'intimisation, elle est particulière parce qu'elle produit une sorte de double effet. D'abord, elle crée de la curiosité parce qu'on veut toujours savoir ce qui se passe dans la vie des gens, mais surtout dans la vie privée des politiques. Mais là, c'est particulier parce qu'elle révèle des paradoxes. Et ce sont ces paradoxes qui poussent à vouloir encore plus en savoir sur le personnage. Dans un pays où pendant longtemps, les Allemands ont pu se féliciter ou être, on va dire satisfaits d'avoir un système politique assez stable, assez fixe, voire ennuyeux pour certains, et Alice Weidel, une femme, je vous refais tout le synopsis, une femme lesbienne en couple avec une femme d'origine sri-lankaise qui élève 2 enfants, etc. ensuite, Alice Weidel, ça devient une anomalie politique. Mais détrompez-vous, cette communication de l'intime, elle sert pas seulement à attirer l'attention, mais à construire un discours politique précis, c'est-à-dire construire une opposition entre les droits ou la vie des personnes homosexuelles en Allemagne, en opposition avec les musulmans immigrés et l'islam de manière générale. Dans cette stratégie, Alice Weidel joue un rôle central, elle parle rarement et initie pas souvent la conversation autour de son homosexualité, sans doute pour ne pas froisser les courants les plus conservateurs de son parti. En revanche, lorsqu'elle l'évoque, c'est toujours dans un cadre politique. Elle affirme par exemple que l'AfD serait le seul parti à protéger les homosexuels contre les agressions et le harcèlement des migrants. Elle explique aussi que c'est cette question qui l'a poussée à rejoindre le parti. La même logique apparaît dans ses discours, notamment en 2018 au Parlement allemand. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse. L'objectif est clair, présenter l'immigration musulmane comme une menace pour les homosexuels, pour les valeurs allemandes, pour le modèle occidental libéral. Pourtant, cette rhétorique construite de toutes pièces va à l'encontre avec le programme même de l'AfD, qui est contre le mariage pour tous, qui ne reconnaît pas pleinement et ouvertement les droits LGBT, qui critique ce qu'il appelle une sexualisation précoce, mais aussi qui défend un modèle unique de famille qui est composé d'un père, d'une mère et de leurs enfants. Et c'est là qu'on se demande, mais qu'est-ce que Alice Weidel a fait là-bas? Qu'est-ce qui se passe? En réalité, Alice Weidel, c'est un peu devenu une carte d'immunité pour l'AfD. Dès qu'ils sont accusés d'être racistes, xénophobes, homophobes, ils sortent la carte Alice Weidel pour dire non. Il y a Alice qui est là, on n'est pas avec nous, mais pas mêlé, lol. Mais que cache réellement cette carte et quel projet politique cette communication veut rendre plus acceptable? L'AfD, Alternative pour l'Allemagne, est un parti créé en 2012-2013 par des universitaires allemands dans le contexte de la crise de l'euro. En fait, après la crise financière mondiale de 2008, plusieurs États se retrouvent avec d'énormes dettes publiques comme la Grèce par exemple, et ils ont énormément de mal à rembourser leurs emprunts. Donc l'Union européenne et la Banque centrale européenne
mettent en place des mécanismes de soutien financier, ce qui crée d'importants débats, notamment en Allemagne, parce qu'elle fait partie des grandes puissances économiques de la zone euro à ce moment-là. Certains considèrent que l'Allemagne finance excessivement les pays du sud de l'Europe. L'AfD fait partie de ces partis eurosceptiques qui se construisent dans ce contexte. Le parti attire alors beaucoup d'universitaires, d'économistes, de juristes et aussi des électeurs conservateurs. Alice Weidel, en tant que grande banquière, va d'ailleurs vite rejoindre l'AfD très tôt, quelques mois après sa création en 2013. Il y avait certes déjà en 2012-2013 une sorte de logique populiste au sein de la jeune AfD, mais c'est réellement et véritablement en 2015 qu'il y a un tournant identitaire majeur avec ce que les médias adorent appeler la crise migratoire en Europe en 2015, voilà. Ils adorent diaboliser ça. Donc l'AfD met directement au placard les questions monétaires autour de l'euro et se concentre sur la dénonciation du multiculturalisme, de l'islam et de l'immigration. En gros, ils défendent l'idée que l'identité allemande serait menacée par l'immigration, l'arrivée des étrangers, mais aussi par les politiques qui sont conduites déjà depuis des décennies par les gouvernements précédents allemands, dont et surtout celui d'Angela Merkel. Et c'est à partir de ce moment-là que l'islam, l'immigration, ça devient vraiment un enjeu central de la communication du parti. C'est dans ce revirement que Alice Weidel sort un peu de sa cachette, sort du lot pour devenir la tête d'affiche, le visage du parti. Elle contribue en fait à la stratégie de légitimation du parti politique, parce que là, l'AfD cherche à montrer que c'est une formation politique capable de gouverner. Donc son profil, la dynamique qu'elle incarne, va aller de pair avec les stratégies de communication qui vont être employées à ce moment-là. Et là, c'est à ce moment-là que le style, la mise en scène, la communication autour des figures politiques devient de plus en plus importante. L'apparence des politiques n'est jamais neutre. Elle fait pleinement partie d'un travail de légitimation. Le choix d'un style, d'une couleur ou d'un vêtement envoie directement un message, et avec Alice Weidel, rien n'est laissé au hasard. Elle a une sorte d'uniforme avec son tailleur assez foncé, son chignon légèrement décoiffé et son collier de perles. Comme l'explique Frédéric Matonti dans Le vêtement en politique, représentation, ressemblance et faux pas, les choix vestimentaires des responsables politiques ont de réelles fonctions symboliques, ce ne sont pas juste des goûts personnels. D'abord, selon lui, les vêtements participent à définir qui est légitime de gouverner et qui ne l'est pas. En fonction des époques, on a des codes différents. Ce sont les élites au pouvoir qui vont imposer les codes de représentation du politique. Par exemple, en France, ce sont souvent, au cours de l'histoire, et même un peu aujourd'hui, les élites issues de la haute fonction publique, de la bourgeoisie ou des professions libérales qui ont imposé les codes, et ce code, ça a été le costume, cravate assez sombre. C'était ça, la tenue légitime du politique, et lorsque de nouveaux profils entrent en politique, ça peut être chamboulé, ça peut être remis en cause, comme en 2017, quand des députés de la France insoumise sont entrés en politique, ils ont été extrêmement critiqués pour leur tenue, pour leur apparence, jugés négligés, pas professionnels, voire sales. Et en fait, ces critiques et tout ce mécanisme autour de l'apparence, ce n'est pas juste du superficiel. Ça révèle en fait les tensions politiques et sociales, mais aussi la vision légitime que l'on a d'un représentant politique. Dans ce cadre, Alice Weidel, elle apparaît comme une figure très très codée pour une partie de l'électorat allemand assez conservateur, assez, vous savez capter. Elle est considérée, elle incarne une forme de pureté politique, sociale, la femme pure allemande. Faut savoir que les attentes vestimentaires envers les femmes en politique sont très particulières, spécifiques, exigeantes, un peu misogynes comme dans la société. Faut être élégante mais pas trop féminine, faut être autoritaire mais pas trop, sinon on apparaît comme dominante dans un univers qui est encore très masculin. Et donc Alice Weidel, elle incarne un petit peu ce mélange entre bourgeoisie et la femme idéale allemande, etc. Pas des Allemands qui passent genre. Je suis choquée.
C'est ce qui explique son style old money avec le tailleur bleu marine, des lignes sobres, une esthétique maîtrisée. Le bleu moins dur que le noir vient renvoyer ici à la discrétion, aux élites et aux institutions historiquement. Et donc implicitement, le style d'Alice Weidel vient faire référence à sa classe sociale, à sa bourgeoisie et une forme un petit peu de respectabilité. On peut aussi s'arrêter sur le collier de perles qu'elle porte très régulièrement. D'ailleurs, c'est le seul bijou qu'elle porte, je viens de remarquer. Et pour moi, c'est un signe de bourgeoisie, mais aussi de tradition. Je sais pas si vous connaissez un petit peu cet imaginaire et cette histoire, mais moi, dès que j'ai vu son collier de perles, ça m'a fait penser au collier de perles de la grand-mère, transmis un petit peu de génération en génération. On va un peu voler, piquer le collier de perles à la grand-mère. Et donc voilà, pour moi, il y a aussi cette idée de transmission familiale, d'autant plus que le collier de perles, c'est plus un objet qui est exclusivement féminin. C'est un objet à la fois simple et luxueux, mais il y a beaucoup de garçons qui commencent à porter des colliers de perles, voilà. Chacun son style. D'ailleurs, Kamala Harris, autre femme politique, porte elle aussi un collier de perles, mais c'est pour d'autres raisons. C'est en lien avec sa sororité Alpha Kappa Alpha, qui sera d'ailleurs l'objet de la prochaine vidéo. Pour finir un peu sur Frédéric Matonti et sur l'apparence, il explique que le vêtement participe aussi à la construction de l'autorité, c'est-à-dire qu'il sert à organiser le lien entre celui qui représente et le représenté, et en fonction des stratégies politiques, l'apparence a pu servir soit à conforter ce lien, donc à créer une sorte de proximité, ou au contraire à marquer l'autorité en créant une distance. Tous les mécanismes stratégiques que l'on a évoqués précédemment ont concrètement eu pour résultat qu'en une décennie, l'AfD passe du petit parti politique du coin à la assez extrême à un parti politique présent dans la vie politique allemande en cherchant à montrer qu'il est capable de gouverner tout en radicalisant de plus en plus son discours. Alice Weidel, qui incarne aujourd'hui le visage du parti, ne cache pas du tout cette volonté de se radicaliser. Plus le temps passe, moins c'est dissimulé ou caché, et c'est pour ça d'ailleurs que les affiliations du parti aux références nazies se multiplient d'année en année. Pour illustrer tout ça, je vais vous citer quelques exemples. 2017, un courriel raciste xénophobe a été révélé par la presse. Il aurait été rédigé par Alice Weidel avant son entrée en politique, et elle décrit une Allemagne envahie par des étrangers comme les Arabes et les Roms. 2023, la presse révèle qu'au sein même de l'AfD, une réunion secrète serait tenue réunissant des militants d'extrême droite, mais aussi des néo-nazis. Et ils parlent dans leur projet de remigration. C'est un terme qui a été souvent utilisé par Alice Weidel elle-même dans ses apparitions publiques. En gros, c'est un peu l'idée de vouloir expulser des millions et des millions de personnes, y compris des citoyens allemands, uniquement sur des bases ethniques. Migration sagt nichts anderes als illegale, nicht aufenthaltsberechtigte und Straftäter abzuschieben. Wir haben einen Zukunftsplan für Deutschland, den wir in den ersten 100 Tagen einer Regierungsbeteiligung angehen. Die Grenzen lückenlos schließen und jeden illegal und ohne Papiere Einreisenden zurückweisen. Und eine ganz klare Ansage an alle Welt: Die deutschen Grenzen sind dicht, liebe Freunde. Sie sind dicht. Depuis que j'ai rejoint la jeune alternative, je ne traîne avec personne d'autre. Avec mes autres potes, je devais toujours faire gaffe à ce que je disais, comme sur le sujet de la remigration. On ne voit pratiquement plus aucun Allemand. On ne se sent tout simplement plus en sécurité en tant qu'Allemand normal. Regardez, ce site recense toutes les attaques au couteau en Allemagne. Depuis le début de l'année, il y en a eu 515. C'est presque 2 par jour. Ah bon, mais qui gère ce site ? Je sais pas. Je suis pas trop, mais cela ne serait pas arrivé avec la remigration. Et l'AfD n'est pas à son coup d'essai. C'est pas les premières fois qu'elle cherche à relativiser la période nazie banalisée, notamment avec le slogan d'Alice Weidel, Alice für Deutschland. Eh l'allemand, oh l'allemand. Bon, my bad pour les prononciations, mais bon, je dois faire le taf là. Donc en gros, pour vous expliquer, en allemand, le terme Alice, donc le prénom Alice, ça possède une sonorité très proche du terme alles, ou alles je crois, qui veut dire tout. Donc en fait, ça fait référence au slogan Alles für Deutschland, tout pour l'Allemagne. En fait, c'est un ancien cri de ralliement des SA, donc l'organisation paramilitaire des nazis
pendant les années 30, donc pendant la période nazie. Et est-ce que vous savez ce qui est plus fou et dangereux? C'est que ce même cri de ralliement a déjà été utilisé par l'un des collègues de Alice Weidel. Quelques années auparavant, son collègue Sharon Hawke a été condamné à 2 reprises pour avoir utilisé ce slogan lors de ses discours politiques. Et donc Alice Weidel va aussi... Bon, c'est moins flagrant que lui, mais va aussi utiliser un petit peu cette tournure pour son propre slogan Alice for Deutschland. Et là, c'est le collectif Anonymous Germany, donc Anonymous chez les Allemands, qui a réalisé une plainte pénale contre elle parce que c'est tout simplement interdit d'utiliser ou de faire référence à un slogan. Et celle-là, on s'y attend pas, mais cerise sur le gâteau, des dossiers sont ressortis montrant que le grand-père d'Alice Weidel, Hans Weidel, a été juge militaire à Varsovie en 1941 sous la dictature et que dans les années 1930, il avait des liens avec le parti nazi, les SS, et qu'ensuite, lorsqu'il y a eu la dénazification de l'Allemagne après la guerre, il est parti s'installer en Allemagne de l'Ouest en tant qu'avocat. On aurait pu dire que l'AfD emploie une sorte de stratégie d'ambiguïté, mais là, avec tous ces éléments, c'est très clair que l'AfD cherche à rassembler toutes les sensibilités de droite, mais surtout d'extrême droite, allant des conservateurs nationalistes jusqu'aux néonazis, pour conquérir le pouvoir. Alice Weidel vient incarner cette double dynamique où, d'un côté, l'AfD cherche à participer au jeu électoral, au fonctionnement des institutions, à chercher des alliés internationaux influents comme Elon Musk, Viktor Orban ou même Éric Zemmour en France. Ils ont commencé à les chercher à l'international parce que pendant longtemps sur la scène européenne, c'est un parti qui est extrêmement isolé, heureusement. Mais bon, malheureusement, aujourd'hui, ça allait un peu moins. De l'autre, elle continue de radicaliser son discours autour des questions identitaires et migratoires. Et c'est cette combinaison entre normalisation institutionnelle et radicalisation idéologique qui explique en partie comment est-ce que l'AfD a réussi à progresser électoralement en devenant le 2e parti au niveau fédéral. Sur pas mal d'articles, j'ai vu des comparaisons entre différents courants d'extrême droite, notamment en Europe, avec l'AfD de Alice Weidel, mais aussi le FN devenu RN avec Marine Le Pen, et aussi Giorgia Meloni. Donc c'est 3 femmes blondes en fait, bizarrement, qui sont à la tête en fait de partis d'extrême droite comme ça. Et pour moi, c'est totalement différent dans le sens où en France, par exemple, avec Marine Le Pen, on est sur une dédiabolisation de l'extrême droite. Or, avec Alice Weidel, on est sur une radicalisation, c'est-à-dire que ce qui marche, c'est plus on se radicalise, plus ça fonctionne en fait. Et je trouve que ça en dit long en fait sur la situation de l'extrême droite en Europe, et c'est chaud. Bye!